donc voilà, nous sommes là pour cette présentation, enfin, cette présentation, une petite séance de travail aussi sur l'intelligence artificielle générative. Je précise générative que l'intelligence artificielle, par exemple, quand vous allez chercher de l'argent à un distributeur automatique, c'est une intelligence artificielle qui est à l'œuvre, mais elle ne génère rien d'autre. Elle vérifie juste que vous avez de l'argent sur votre compte et elle vous le donne. L'intelligence artificielle générative, c'est la production de contenu, que ce soit du texte, des images ou autre chose, avec une intelligence artificielle. Et donc pour cela, c'est malheureusement pas aussi simple qu'un moteur de recherche où on pose une question et il répond à peu près correctement. Il y a des codes pour obtenir une réponse valable, intéressante, utile, du moins, voilà, utile, une réponse utile, une façon de poser des questions et des ingrédients à mettre dans la question qu'on pose, ou plus qu'une question, c'est pas forcément une question, dans la tâche que l'on assigne à l'intelligence artificielle. Et on va voir ça aujourd'hui, on va tester aussi quelques outils avec des requêtes qu'on va faire et on va voir quelles sont les réponses qui sont données. Donc voilà. Donc on va tout de suite démarrer avec un petit panorama, on va dire, des intelligences artificielles génératives actuellement qui sont les plus performantes. Alors, elles ne sont pas toutes performantes dans le même domaine, au même niveau. Désolé pour l'anglais, mais c'est le Wall Street Journal qui, hier, a sorti une catégorisation, on va dire un test avec des classifications des meilleures intelligences artificielles génératives. Ça, overall, c'est le classement général. On voit que le premier que nous testerons s'appelle Perplexity. C'est on verra, c'est intéressant. Le deuxième est ChatGPT, on connaît tous. Le troisième, c'est Gemini, c'est Google, hein. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Le quatrième s'appelle Claude et n'est pas français malgré son prénom. C'est depuis très peu de temps en fait, qu'il est disponible, Claude, en France. Depuis pas mal de temps, il était uniquement disponible dans le monde anglo-saxon. Et le cinquième du classement, c'est déjà pas mal, c'est Copilot, qui n'est autre que l'intelligence artificielle de Microsoft. Et on voit que selon le secteur, certains sont plus forts que d'autres. On voit que dans le domaine de la santé, ChatGPT est le premier, cuisine également, et en termes de rapidité aussi, on voit qu'en finance, c'est plutôt Gemini, en écrit professionnel, c'est plutôt Claude, en écriture créative, c'est Copilot, en résumé, c'est Perplexity, sur l'actualité, c'est Perplexity aussi, puisque Perplexity a la particularité de faire aussi des recherches en s'aidant d'Internet. Donc, ce qui est intéressant, ce que tous ne peuvent pas faire. Voilà. Donc, toutes les intelligences artificielles ne sont pas au même niveau. Mais on en testera plusieurs. On testera Perplexity, ChatGPT, Gemini et Claude. Copilote, une autre fois. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative? C'est donc un peu de magie à la portée de tous si on a la bonne baguette magique, comme je l'indiquais. J'ai utilisé pour illustrer une image qui a été générée par une intelligence artificielle et que j'ai trouvée en 10 secondes sur un moteur de recherche d'images produit par des intelligences artificielles. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser, hein, si vous avez des contenus à illustrer avec des images certifiées libres de droit, puisque c'est une machine qui les a créées. Vous pouvez aller sur lumi.ai et trouver ce que vous souhaitez. Euh, Ici aussi, hein, le jeune homme là qui a l'air très réel est aussi une production d'intelligence artificielle. Donc, pour ce qui est, on peut se demander qu'est-ce que nous, bibliothèque, on a à voir avec l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que nous devrions nous en préoccuper et essayer d'être actifs dans ce domaine-là.
Il y a une enquête récente qui a été faite et qui a montré qu'il y a déjà beaucoup de gens qui connaissent ChatGPT et près d'un quart l'ont déjà utilisé. Par contre, au niveau pays par pays, on remarque qu'en France, si beaucoup de gens en ont entendu parler, vous voyez bien, 18% seulement ont utilisé déjà une fois ChatGPT. On est aussi en France le pays dans lequel on a le plus peur de l'intelligence artificielle. Si on compare à la Chine, par exemple, où seulement 9% des personnes ont peur de l'intelligence artificielle, nous on est à plus de 50%, et en Allemagne, réputé assez prudent comme pays en général, on n'en est qu'à 39% de crainte par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle générative. Voilà. Donc, on est dans ce domaine-là et dans l'intégration, on va dire, de l'intelligence artificielle dans le cadre du travail. euh, de manière générale, 70% des personnes interrogées dans cette enquête sont plutôt enthousiastes, mais seulement 58% des employés français. Alors, je vais cesser pour l'instant le partage de ceci parce que je vais partager avec vous une vidéo qui est un témoignage d'un responsable de bibliothèque qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui a accepté de témoigner à distance, hein, de témoigner sous forme de vidéo préenregistrée. Donc, je vais vous présenter cette interview. Alors, je vais faire un partage. Partager. Voilà. Et dès qu'on sera... Ah, j'ai oublié de faire partager avec le son. Donc, je vais inclure le son. Voilà. Sinon, ça va pas être... Alors, donc il s'agit de Marc Heiler de la médiathèque de Monsvillers, qui va se présenter d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc Marc Heiler, donc vous êtes à la bibliothèque ou la médiathèque de Monsvillers, c'est bien cela? Voilà, et donc votre rôle à la médiathèque, si vous pouvez nous en parler un tout petit peu. Donc, je suis responsable de la médiathèque, je m'occupe un petit peu de la gestion générale, de l'animation, accueil public, voilà, pré-retour, organisation d'événements, ce genre de choses. Voilà. Très bien, mais merci. Et donc, à un moment donné, l'an dernier, vous en êtes venu à avoir l'idée d'organiser un événement, une conférence dans la médiathèque sur la thématique de l'intelligence artificielle. Je dis l'an dernier parce qu'effectivement, maintenant, on peut se dire c'est quelque chose de courant. L'an dernier, c'est encore un peu moins courant qu'aujourd'hui, cette thématique-là. Et donc, comment est-ce que vous en étiez venu à vous dire que, tiens, moi, médiathèque de Monsvillers, je vais organiser un événement sur cette thématique-là? Alors l'idée ne vient pas de moi. Voilà. Le point de départ de cette animation, en fait, ça vient d'un courrier électronique que la mairie a reçu de l'intervenante et qui proposait des formations, des sensibilisations à l'usage de l'intelligence artificielle générative, justement pour les agents qui travaillent dans les mairies et dans les collectivités. Donc le maire a reçu ce courrier et a dit: «Tiens», c'est lui qui s'est dit: «Pourquoi pas proposer une conférence?» puisqu'effectivement, à cette époque-là, le sujet, on commençait à avoir pas mal d'articles qui posaient cette question-là, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc monsieur le maire s'était posé la question: «Est-ce qu'il serait pertinent?» Il m'a posé la question: «Est-ce qu'il serait pertinent de faire, une animation, une conférence avec cette intervenante à la médiathèque pour, du coup, tout public?» Et je me suis dit que oui, bien sûr, ça valait le coup, et que je pensais que nous allions effectivement pouvoir
organiser une soirée très intéressante avec un échange, un débat avec un public, justement, une partie du public qui connaîtrait peut-être déjà un petit peu le fonctionnement, une autre partie du public qui viendrait pour découvrir. Et justement, l'accueil du public à ce projet, quel était-il? Est-ce que vous aviez beaucoup de gens qui avaient manifesté leur intention de venir d'emblée, ou est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Alors plutôt difficile, oui. Heu, le Les quelques personnes qui étaient effectivement curieuses se sont tout de suite manifestées dès que nous avions, diffusé les éléments de communication. Donc effectivement, les personnes, passionnées, s'étaient tout de suite manifestées. Et ensuite, il a fallu chercher un petit peu, piocher dans ceux qui pourraient être intéressés, mais qui n'osent pas, voilà. Je pense qu'on s'est retrouvés, confrontés un petit peu à des personnes qui avaient peut-être un petit peu peur de pas être à leur place, de pas suffisamment savoir, d'être un peu perdus, et il a fallu convaincre ces personnes. Nous avons touché pratiquement, la moitié des personnes inscrites. Finalement, nous les avons touchées à la médiathèque, en leur parlant, en leur expliquant, ce que c'était ouvert à tous, que c'était vraiment, que c'était pour tout le monde. Et du coup, nous avons touché, je pense, beaucoup de public, grâce à la communication directe. D'accord, très bien. Alors, malheureusement, du fait de la défaillance de l'intervenante, la conférence n'a pas pu avoir lieu comme elle était prévue. Mais à présent, est-ce que vous avez toujours en projet d'organiser une action dans ce domaine-là? Alors oui, on entend vraiment de plus en plus parler de l'intelligence artificielle, hein, qui arrive partout. Il y a beaucoup d'articles aussi dans le monde, du livre, hein, avec ces nouveaux traducteurs, intelligence artificielle, tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est un sujet qui est présent, et bon, on vit déjà avec, hein, forcément. On vit déjà avec cette intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est, bien sûr, tout à fait pertinent d'organiser un débat grand public, avec ça, parce qu'on s'est rendu compte que notre public, excusez-moi, hein, on s'est rendu compte, que, les personnes, qui s'étaient inscrites ne sont pas du tout des jeunes, en fait. Ce sont des personnes, il n'y avait aucun moins de 40 ans, et la plupart des personnes qui s'étaient inscrites à cette séance, c'étaient des personnes seniors retraitées, qui justement, alors beaucoup avaient un avis plutôt inquiet, peut-être plutôt négatif sur cette intelligence artificielle qui bouleverse un petit peu, leur vie, qui crée des nouveautés, qui crée peut-être une petite peur. Et bon, moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un, un professionnel qui viendrait pour expliquer un petit peu tout ça, peut-être dédramatiser certaines craintes, mais quand même, effectivement, rappeler que les points de vigilance qu'il faut avoir par rapport à ce genre d'outils. Voilà. Très bien, très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite de pouvoir retrouver un intervenant Oui. qui pourra partager tous ces éléments-là. Et ben, je vous remercie de nous avoir répondu, d'avoir pris de votre temps. Et ben, merci beaucoup. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup, à vous aussi, merci. Voilà. Donc, ah ben, Léa nous a rejoint aussi, Léa Gribel, Oui, qui, bonjour. Je vous qui, prie qui, de té- m'excuser pour le retard. qui témoignera aussi un peu plus tard, effectivement. Est-ce que par rapport à ce témoignage de Marc Heiler, est-ce que bah, Delphine Tuette, vous aussi, vous avez dans votre médiathèque aussi des usagers qui s'intéressent, peut-être vous en parlent ou vous interrogent sur cette thématique-là de l'intelligence artificielle, alors qu'ils mettent le mot générative ou non dedans, ça c'est autre chose. Mais est-ce que vous avez aussi, vous, des interrogations de la part des usagers? Non, pour le moment, en fait, bah, nous, on n'est pas ouvert depuis très longtemps, donc ça fait 8 mois qu'on est ouvert comme structure. Donc, les usagers qui viennent
en priorité, ce sont des gens qui sont plus intéressés finalement par les livres que par l'espace numérique qu'on a et pour le moment, on n'a pas fait vivre plus que ça. Donc, on a 6 ordinateurs à disposition du public. Donc, les gens peuvent aller dessus, mais finalement, c'est peu utilisé. Et c'est quelque chose pour lequel on n'a pas pu mettre encore vraiment de médiation. Donc, on n'est pas forcément identifié personne ressource en la matière. Donc, ce n'est pas forcément des sujets qui sont abordés pour le moment à D'accord. la médiathèque dans les usagers. D'accord. Par contre, effectivement, Léa, qui vient de nous rejoindre, Léa a été responsable de la médiathèque de Sarre-Union. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'action que vous avez mis en œuvre à un moment donné pour faire découvrir effectivement l'intelligence artificielle générative aux usagers de la médiathèque de Sarre-Union? Ah, ton micro est. Dans le cadre de la Saint-Valentin, on a essayé de mettre en place une action pour permettre au public de découvrir l'intelligence artificielle et son fonctionnement. Et ça nous permettait en fait de générer des images qui étaient censées servir de point de départ à une autre action pour le Printemps des poètes. Donc, on voulait générer des images sur le thème de l'amour, donc en utilisant le prétexte de la Saint-Valentin et de la grâce, qui était la thématique du Printemps des poètes, en mettant un outil à disposition du public et avec un poste d'ordinateur en accès libre dans l'espace où le public circulait le plus, donc près d'une banque d'accueil pour que des médiathécaires puissent intervenir et faire de la médiation par rapport à cette activité. On avait laissé un petit tuto à côté de l'ordinateur en libre accès pour expliquer un petit peu comment manipuler l'outil. Et c'est un outil qui avait été proposé par un collègue. En fait, les gens pouvaient rentrer la description de l'image qu'ils souhaitaient générer dans une barre de recherche. Et le logiciel moulinait et proposait différentes images qui correspondaient à ce que les personnes avaient, enfin, avaient inscrit. Donc, on montrait aussi qu'on peut affiner sa recherche, donner des éléments d'ambiance, de couleur, de tonalité un petit peu avec les mots-clés qui étaient rentrés. Et Très donc bien. ces images ont ensuite été exposées dans la médiathèque pour montrer un petit peu les différentes représentations de l'amour générées par intelligence artificielle. Donc effectivement, les premières images qui étaient générées, c'était des choses très clichés. Et puis de fil en aiguille, on a eu des propositions assez originales dans des contextes soit médiéval, soit estival, enfin différentes époques, différents lieux. Euh, voilà. Très bien, merci Léa, c'est tout à fait intéressant. Euh, voilà, donc Delphine, c'est une idée peut-être effectivement, hein. Léa, qui est aujourd'hui dans l'équipe de médiation de la Bibliothèque d'Alsace, peut tout à fait échanger avec vous pour partager un peu les techniques qu'elle a pu mettre en œuvre à sa réunion dans son précédent poste. Ouais, Je vais bah, je n'hésiterai pas à lui envoyer un petit mail tout à l'heure. Voilà, c'est Avec l'objectif plaisir. aussi. C'est l'objectif aussi de ce genre de café, de pouvoir après générer des échanges comme ça. Donc je repartage effectivement mon écran avec ma petite présentation. Donc, toutes les images qui sont là, hein, ont été trouvées sur lumi.ai, qui est un moteur de recherche d'images générées par intelligence artificielle. Donc là, nous, on va plus tester la manière de rédiger ce qu'on appelle un prompt. En anglais, en français, on dit une invite, c'est-à-dire un prompt ou une invite, c'est la requête que l'on fait à une intelligence artificielle générative. Nous, on va là explorer les demandes pour générer une réponse sous forme de texte. Et on va déjà utiliser une première méthode, qui est une méthode qui est la méthode qui est utilisée par on va dire le
l'entreprise d'entraînement, enfin, ou les entraîneurs d'intelligence artificielle, la méthode la plus courante. Donc, dans une requête, donc vous avez la possibilité d'avoir, selon cette méthode-là, 6 éléments différents alors, j'admets quelqu'un dans la salle. Bonjour, Otmarsheim. Voilà. Donc, dans un prompt, donc vous avez la possibilité d'avoir ces 6 éléments-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les 6 pour avoir une réponse de qualité. On estime que si vous en avez 3 sur les 6, c'est déjà pas mal, vous pouvez avoir une réponse de qualité. Et comme il est indiqué ici, dans une requête, il ne faut jamais s'arrêter à une seule question. Il faut toujours avoir au moins 2 relances supplémentaires, demandes de précision par rapport à des éléments de la réponse, ou des demandes sur des éléments connexes à la question initiale, et aller jusqu'à 4 relances par rapport au prompt initial, 4 relances maximum. Pourquoi? Il faut savoir que ces outils d'intelligence artificielle générative vous accordent à chaque demande un volume de puissance de la machine, parce que l'intelligence artificielle, c'est une machine, un volume de puissance. Et donc, si vous faites par exemple 10 relances, au bout de la 5e, votre puissance allouée sera assez réduite et donc la qualité de la réponse sera très modeste. Donc, prenons donc ces éléments-là. Vous pouvez donner à la machine, donc c'est-à-dire on peut appeler ça un modèle, le modèle d'intelligence artificielle ou la machine. Vous pouvez lui demander d'incarner un rôle, lui dire d'agir en tant qu'expert en ceci ou en cela pour répondre. Vous pouvez lui donner un objectif. L'objectif est ceci. Vous pouvez, et on verra ensuite des exemples, vous pouvez indiquer un public cible de la réponse. Il est certain que si vous voulez qu'il donne une réponse qui soit adaptée à des enfants, bah, faut le préciser parce qu'il ne peut pas le deviner de lui-même. Vous pouvez demander aussi un certain style, que ce soit simple, drôle, par exemple, ou très factuel, par exemple. Vous pouvez aussi demander que la réponse soit rédigée sous un certain format, un paragraphe de texte, ou alors une liste à puces, ou même un tableau, par exemple. Et vous pouvez aussi intégrer un contexte local. Par exemple, il faut savoir que ces modèles d'intelligence artificielle, la plupart ont été entraînés avec des données américaines. C'est-à-dire que sa réponse va quand même être d'emblée, si vous ne lui précisez pas, il va se dire, bon, bah, c'est ma réponse que je vais donner à un Américain, par exemple. Si vous ne dites pas qu'il faut que la réponse soit adaptée au contexte culturel français, etc., il ne pourra pas le deviner lui-même, le modèle. Donc, par exemple entre des requêtes efficaces et inefficaces, et après on va la tester. Inefficace serait de dire quelle est la meilleure façon de se préparer à l'université. Parce que la machine, là, n'a pas assez d'informations pour pouvoir répondre de manière correcte. Plus efficace. Et sachez que vous pouvez écrire beaucoup plus dans votre requête que vous faites. Vous avez droit, par exemple, sur ChatGPT, vous avez droit à 3000 mots dans votre requête. C'est beaucoup. Efficace, c'est en tant que conseiller universitaire expérimenté, là c'est le rôle, pourriez-vous recommander un plan, là c'est l'objectif, pour un lycéen, le public, égyptien. Bon, alors on a donné égyptien, c'est le contexte local, en mettant l'accent sur les études et les activités extrascolaires afin qu'il améliore sa candidature à l'université. Et là, on a un élément de style, expliquez simplement ce plan comme si vous adressiez à quelqu'un qui n'est pas familier avec le processus, par exemple, en l'expliquant à ma grand-mère. Bon, on va tout de suite tester cette requête sur un modèle.
Je vais me connecter tout de suite à un modèle, enfin, c'est pas un modèle, c'est un agrégateur de modèles qui s'appelle you.com, que vous pouvez utiliser, et qui vous permet euh, je n'ai pas ouvert you.com sur le bon truc. Je vais le rouvrir ailleurs. Alors, you.com. Voilà. Je vais juste partager maintenant you.com avec vous. Donc, c'est un agrégateur qui va vous permettre d'utiliser la plupart des modèles les plus récents qui existent et que je n'arrive toujours pas à rejoindre. Tac. Bon, bah, écoutez. Ah, si, le voilà. Voilà, donc you.com, c'est ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité ici de choisir. Il faut que je me connecte. Hop. Il vous suffit d'avoir un simple compte Google pour vous y connecter. Ici, j'ai le choix entre plusieurs modèles. Et je vais choisir GPT-4o, qui est le tout nouveau modèle de ChatGPT. Sur you.com, j'ai droit à 5 requêtes de ce type-là. Vous voyez ici, et c'est une nouveauté aussi qui est sur ChatGPT, vous pouvez aussi entrer un fichier, que ce soit Word ou PDF, et demander à la machine de travailler à partir des données de ce fichier en plus de la requête que vous lui faites. Donc là, je vais coller ma requête que j'avais auparavant et on va voir ce qu'il nous donne comme réponse et si la réponse pourrait être satisfaisante avec ce fameux prompt que l'on a fait, que l'on a comme exemple. Et je le recoller de manière plus intéressante, voilà, comme ça. Je vais juste demander et on va faire partir. Donc il demande ici il demande à un autre, il demande à Genius. Je vais stop generating. Je vais demander qu'il fasse ça à GPT-4o. Donc il est en train de poser la question au dernier modèle de ChatGPT. Donc vous voyez, c'est assez rapide, hein. C'est un plan, on lui a demandé un plan. Voilà, il l'a fait. Il met même les sites internet sur lesquels il s'est basé pour répondre, au moins sur certaines parties. Là, ici, hein, on le voit. C'est intéressant aussi. Donc voilà, il nous a donné plan pour améliorer la candidature universitaire d'un lycéen égyptien. Donc il nous a mis un plan en 5 parties. On voit que c'est adapté, on va dire, à des études, non pas en France, puisqu'il nous parle de certification SAT, ACT, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Ici, on a une réponse qui est voilà. Et on lui propose même de faire une candidature pour les candidatures en France, hein, s'il est intéressé, cet Égyptien, pour faire des études en France. Voilà. Donc, on peut dire, voilà, la requête est plutôt bien faite. Et elle est, on va dire, assez efficace. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez effectivement de cette réponse pour ce lycéen égyptien, disons. À mon avis, il peut en retirer quelque chose d'utile en termes d'efficacité, en termes de réponse. On va prendre un autre exemple.
On va prendre un autre exemple, là aussi toujours avec la même structure. Alors, la question inefficace serait quels sont les moyens créatifs de décorer un petit appartement? Bon, là, on n'aurait pas une réponse très très qualitative. Mieux serait, voilà, en tant qu'architecte d'intérieur spécialisé dans les petits espaces, là on voit, hein, ils n'ont pas pris, on n'a pas dans cette requête les 6 éléments, on en a 4, ce qui est déjà pas mal. On avait dit que 3 étaient suffisants. Donc là, meilleur, en tant qu'architecte d'intérieur spécialisé dans les petits espaces, là c'est le rôle qu'on assigne au modèle, proposez-moi des idées, c'est l'objectif. Orientez vos conseils pour les personnes qui louent un appartement pour la première fois, c'est le public. Présentez vos idées sous la forme d'une liste à puces agrémentée d'emojis. Là, c'est le format. Et ajoutez une brève narration comme si ça avait été présenté par un célèbre designer tel que Frank Lloyd Wright, que je ne connais pas, mais qui doit être un designer connu, j'imagine. Donc on va poser, on va voir ce que nous donne comme réponse un modèle. Je vais arrêter le partage ici et je vais partager mon écran avec, avec l'outil sur lequel on peut poser la question. Allons, tiens, directement sur ChatGPT. Cette fois, ChatGPT, vous avez aussi la possibilité, vous avez droit à 5 requêtes du meilleur modèle gratuitement par jour. Et vous avez aussi la possibilité ici d'intégrer un fichier joint que vous pouvez lui dire d'analyser. Voilà. Donc on va lui poser la question, on va voir ce qu'il nous indique. Alors, je fais juste un peu plus propre comme copier-coller. Et on va voir ce qu'il nous indique. On va déjà voir aussi s'il nous met les emojis qu'on lui a demandé. Voilà. Ah, on voit qu'il nous met les emojis comme on lui a demandé, hein. La réponse est très rapide, hein, vous voyez. Narration par Frank Lloyd Wright, hein, qui est apparemment un designer connu. Là, il fait une petite pause avant de répondre, mais on peut déjà voir la réponse en tant qu'architecte d'intérieur spécialisé. Voilà, imaginez que ces idées, voilà, vous ont été proposées par ce designer, dont il donne des idées, des meubles multifonctions, des couleurs, un éclairage, un rangement caché, hein, et il répond effectivement à ce qu'on lui a demandé. On lui a dit de mettre des emojis, donc il en met. Là, il a environ 6 éléments de déco, hein, et là, on peut imaginer que la relance qu'on pourrait faire, on pourrait dire approfondie le point décoration minimaliste en me donnant des conseils plus détaillés, on pourrait lui dire en environ 150 mots, voilà, par exemple. Et on a la fameuse narration qui était demandée aussi par ce Frank Lloyd Wright. Voilà, donc on a une réponse qui, parce qu'elle a été formulée de manière correcte, euh, nous fait obtenir une réponse qui est utilisable. Bien sûr, comme je l'ai dit, hein, il faut relancer euh, ce, cette question-là, parce que ça ne va pas suffire. Voilà. Il n'a pas dit de donner, pour chaque point qu'il va répondre, il n'a pas dit de développer d'une certaine manière. Donc voilà, on voit effectivement qu'il y a, si on pose bien la question, on a une réponse de qualité. Donc, voyons un autre exemple encore, pourrait être comment rédiger un bon plan de développement commercial pour une entreprise. Et là, on voit qu'on a 3 points sur les 6, on a un objectif en orange, on a un public, on en a même 4. On a un format, guide étape par étape, en 4 phrases maximum, et on a un style, on lui demande d'illustrer l'aide d'un entrepreneur célèbre comme Elon Musk, par exemple. On ne va pas tester celui-ci peut-être encore, quoique, pourquoi pas. Allons-y, essayons avec un autre modèle.
n'a pas encore utilisé, ou essayons l'architecte d'intérieur avec un autre modèle. Tiens, voyons par exemple, essayons, retournons sur you.com et essayons un autre modèle qu'on n'a pas encore essayé. Je vais remettre sur you.com. Voilà. On a encore droit à 3 sur 5. Donc, ici, on va changer. On va lui demander d'utiliser, tiens, Claude. Vous voyez que les modèles les plus avancés à l'heure actuelle pour ChatGPT, c'est GPT-4o. Pour Claude, c'est Claude 3 Opus. Pour Google Gemini, c'est Gemini 1.5 Flash. Vous avez aussi là, juste au-dessus, Llama 3. Llama 3, c'est le modèle de Meta, Facebook. Mais bon, il n'est pas dans le top 5 des modèles. Donc, on va tester Claude. On avait déjà demandé la même chose avant à ChatGPT. Voyons voir ce que nous dit Claude, s'il nous répond de la même façon. Voilà, là il incarne carrément le fameux designer, hein. Donne voilà, un certain nombre d'éléments. Parfois, il est un petit peu plus précis, on dirait, hein, moins généraliste que l'autre, mais il a globalement un peu des idées parfois similaires. Voilà. Il nous fait pas un petit texte laïus du designer, qui n'était d'ailleurs pas forcément hyper utile pour notre question, mais il nous donne aussi une réponse qui est, ma foi, conforme à ce qu'on lui a demandé et utilisable. Voilà, donc là, on a utilisé Claude 3 Opus. Je reviens sur ma présentation. Donc voilà, le tout, effectivement, vous voyez, il n'y a pas une façon unique de poser la question. Vous n'êtes pas obligé de lui donner un rôle à chaque fois. Vous choisissez si vous en avez 3 ou 4 sur les 6, c'est déjà très bien comme élément de demande. Et par exemple, voilà, plus long, ce pourrait être ceci, par exemple, hein. Je voudrais une histoire pour mon fils de 3 ans, donner le nombre de mots, une courte durée d'attention, donc il ne faut pas qu'elle soit trop longue. On pourra essayer effectivement après un modèle qui nous donnerait ceci. Il aime s'habiller en chevalier. Donc on donne pas mal de détails, hein. Pour avoir une bonne réponse, il faut donner des détails. Il aime les dragons, il déteste les serpents, donc il ne faut pas ou alors donner un certain rôle au serpent. Voilà, veiller à ce que l'histoire ne soit pas trop enthousiasmante, car je veux l'encourager à dormir, hein. Il donne plein de précisions, hein, qui sont issues de ces différents éléments. Voilà, dans l'histoire, devait inclure une berceuse avec un schéma de rime AABB. L'histoire doit avoir l'allure d'un conte de fées classique avec des royaumes, des châteaux et des villages. Donc, bah, allons tester cet élément-là. Et voyons voir, puisqu'on lui demande de la créativité, voyons voir dans le Wall Street Journal ce qu'ils avaient imaginé. On avait dit que Copilot était plutôt bon en écriture créative, mais que Claude aussi. Bah, allons donc demander à Claude ce qu'il nous produirait avec ce prompt-là qui lui demande de créer une histoire. Là, c'est vraiment de la créativité qu'on lui demande, donc c'est quelque chose. Voilà, on va demander à Claude. Voilà, Claude, donne-nous cette réponse-là. Et encore une fois, ça va être assez rapide. Voilà. Et au fur et à mesure. Là, on a la partie, on va dire, avec la chanson, avec les rimes.
on a poursuite des rimes. On voit que la réponse est longue, hein. Voilà. Alors, on va dire que c'est pas le plus original, la plus originale des histoires, mais bon, on en connaît des histoires aussi qui sont pas plus originales que celle-là, hein. On demandait l'histoire de chevalier. En général, l'histoire de chevalier et de dragon sont assez stéréotypées tout de même, mais on a cette réponse-là parce qu'on a utilisé effectivement des éléments tout à fait spécifiques pour lui poser des questions. Voilà. Claude était le numéro 2 sur la liste des éléments les plus, on va dire, plus créatifs. Alors, si je vous ai mis ici, on va dire, un peu des précisions et des exemples de ces différents blocs, ces 6 blocs que vous pouvez intégrer, hein. Voilà, ici, donner le rôle, et des exemples, définir l'objectif, avec des exemples également, préciser le public, avec des exemples, fixer des restrictions, un style et un ton. Là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, formater le résultat, des puces, une liste numérotée, réponse brève, avec du code informatique, utiliser le markdown, ça c'est un style de langage informatique, saisir le contexte culturel, vous pouvez donner des exemples locaux, voilà, pour lui dire, voilà, il faut que ce soit pas quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais qui soit spécifique à mon pays. Voilà, jouer le rôle de Kim Soo-yoon, je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'est un Coréen, visiblement. Pour le Brésil, un exemple avec une boisson, par exemple. Voilà. Et là, effectivement, vous avez différents exemples qui vous permettent effectivement de choisir les différents éléments que vous intégrez. Comme je vous le rappelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 6. Vous pouvez, pour une réponse d'une certaine complexité, en avoir 3, c'est déjà pas mal. Par contre, effectivement, souvent, vous aurez quand même l'objectif dedans. Parce que si vous ne dites pas ce que vous voulez, ben, il va devoir le deviner lui-même, le modèle. Alors, deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour générer une réponse sous forme de texte, donc toujours avec un prompt initial et au minimum 2 relances de précision ou d'expansion de la réponse, 4 maximum, toujours pour ne pas être, on va dire, bloqué par la puissance allouée à chaque réponse et qu'on ne connaît pas. Ça, ce sont les concepteurs des outils qui décident que pour une requête que vous faites, vous avez droit à tant de puissance de la machine. Donc voilà, là ici, la grande différence, c'est que jamais on ne donnera un rôle avec cette méthode-là. On aura ces différents éléments-là que l'on pourra intégrer et toujours pareil, on n'aura pas besoin de tous. Vous donnerez une tâche, vous pouvez représenter votre but, pourquoi vous posez cette question et cette requête à la machine, le contexte dans lequel cette requête est faite, les différentes instructions que vous lui faites, le niveau de la cible, c'est-à-dire que vous lui indiquez le niveau effectivement de la personne qui doit utiliser la réponse qui va être donnée. Est-ce que c'est sur un sujet dont vous êtes expert, et là il saura effectivement qu'il ne faudra pas vous donner des éléments basiques, ou est-ce que vous êtes débutant dans ce domaine, et là il saura qu'il ne faut pas non plus vous parler comme si vous étiez un ingénieur spécialisé dans ce domaine. Le style qu'on avait déjà avant et le type de réponse, on va détailler un peu ces différents éléments-là. La tâche à exécuter, c'est une combinaison d'un verbe à l'infinitif et d'un quoi, selon cette méthode-là. Verbe à l'infinitif, pourquoi? Parce que effectivement, selon cette méthode, on ne doit pas s'adresser à un modèle comme si c'était une personne. On avait vu avant qu'on s'adressait à cet outil comme si c'était une personne avec laquelle on parlait. Pour cette méthode-là, c'est de l'anthropomorphisme, c'est une machine, on ne parle pas à une machine comme on parlerait à un être humain. Et en même temps,
aussi, selon cette méthode, on nous dit que comment voulez-vous que en 2-3 secondes avant de répondre, la machine ait le temps de se mettre dans la peau d'un rôle particulier, même en étant très bon acteur. Donc voilà, selon cette méthode, on devrait faire de cette manière-là, commencer par un verbe à l'infinitif, indiquer notre but personnel. Voilà. Quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette réponse, nous? Est-ce que c'est pour écrire un article? Est-ce que c'est pour, à titre de connaissance de culture générale? Bon, voilà, il saura effectivement dans quel but vous faites cette requête. Le contexte, bah, si vous dites, ben, moi je suis une bibliothèque, je suis responsable de la bibliothèque, ou alors je suis médiateur numérique dans la bibliothèque, ça peut faire une différence dans le type de réponse qu'il va faire. Et dans notre bibliothèque, on fait plutôt ceci ou cela, et on s'adresse plutôt à des personnes âgées ou à des ados ou autres. Et voilà ce qu'on fait en ce moment dans la bibliothèque. Ça lui permettra effectivement de cerner un peu qui vous êtes et de pouvoir adapter sa réponse en disant, tiens, ils sont dans les services qu'ils font, ils font des animations autour du jeu vidéo. Tiens, ben, dans ma réponse, peut-être que je vais intégrer quelque chose en rapport avec le jeu vidéo. Ça, c'est le contexte. Le niveau de maîtrise du sujet, donc on l'a bien vu, hein, évidemment. Si vous dites, avant on avait l'exemple, exprimez-vous comme si vous parliez à ma grand-mère, c'est pas la même chose effectivement que si vous demandez une réponse pour quelqu'un qui est en doctorat de je ne sais pas quoi à l'université. La réponse sera complètement différente. Mais il faut lui dire. Sinon, il va choisir sans vous dire forcément selon quels critères il aura choisi. Le type de réponse, c'est le format, la longueur, la structure de la réponse, la langue de la réponse. Vous pouvez demander de répondre dans une autre langue. Le niveau de détail attendu aussi, c'est fait partie du type de réponse. Et le style d'écriture, est-ce que ça doit être créatif, direct, percutant, moqueur, pourquoi pas. La forme aussi de l'écriture, est-ce que ça doit être du langage wesh wesh ou bien du langage plutôt soutenu? Les éléments à inclure, vous pouvez aussi lui dire d'inclure des anecdotes, des chiffres pour étayer le discours, des techniques de rédaction. Avant, on avait les rimes A, B, B, donc vous pouvez aussi intégrer différentes techniques de rédaction qu'il doit adopter. Des précisions aussi encore, utiliser des questions rhétoriques ou des histoires, des simulations, des métaphores. Vous pouvez lui demander ceci aussi. Et vous pouvez lui indiquer une température, c'est-à-dire la marge que le modèle a de s'éloigner des consignes strictes de style que vous lui donnez. Vous pouvez lui dire de absolument pas s'éloigner de ce que vous lui indiquez. Vous pouvez lui dire, bah, je veux sur une échelle de 0 à 2, dans ta capacité de t'éloigner et de t'inspirer d'autres éléments que ce que je te donne, tu peux être à 1 ou 1,5 ou 0,5. C'est quelque chose que vous pouvez lui dire aussi. Étant donné que c'est une machine, les échelles de 0 à 2 qui sont assez conformes aussi ou de 0 à 1 ou autre au langage informatique, c'est quelque chose qui parle à ce genre de machine. Et donc effectivement aussi, dernière étape, vous pouvez lui donner des instructions relative effectivement à la démarche, la méthode qu'il doit faire, les étapes à suivre. Si vous le souhaitez effectivement lui donner une certaine méthodologie qui est la vôtre pour faire son travail de réflexion, peut-être que vous avez une méthode à vous ou une méthode qui fonctionne de réflexion. Vous pouvez lui donner cette méthode-là comme étant une marche à suivre. Voilà, donc on va pas forcément travailler effectivement pour rédiger une méthodo de cette manière-là, mais c'est une autre alternative que vous pouvez utiliser. Et par contre, ne soyons pas naïfs
cette image qui a l'air très réelle d'ailleurs aussi, est aussi une image générée par intelligence artificielle. Hein. Ces gens-là ont l'air très réels, mais ils ne le sont pas. Il faut bien effectivement garder en compte que c'est une machine, que c'est pas, on va dire, que c'est un robot qu'on a en face de nous. C'est pas une personne qui est capable de comprendre. C'est nous qui allons comprendre la réponse qu'il va donner. C'est nous qui allons comprendre aussi ce que nous écrivons comme question. Lui, il va juste mettre en rapport des mots qu'on a utilisés dans notre prompt avec des instructions pour lesquelles il est programmé, le modèle. Et donc, c'est toute une série d'échanges qui va c'est pas lui qui va, on va dire, nous donner notre réflexion. C'est nous qui allons architecturer notre réflexion au fil du cheminement de ces réponses, avec les 2, 3 ou 4 relances que nous allons faire. Par contre, aussi, ne pas être naïf en sachant que même les mots ont l'air extraordinairement bien construits, le modèle a l'air extrêmement affirmatif, mais même si tout cela est correct, eh bien, ce qu'il nous répond peut ne pas avoir réellement de sens, voire même être faux. À l'heure actuelle, 2 fois sur 10, une requête même d'un modèle très avancé peut comporter des erreurs. Donc c'est à nous, effectivement, de faire la part des choses du contenu des réponses qui sont faites. Et c'est pas copier-coller la réponse qui a été faite qui doit nous animer. Ça doit être quelque chose de beaucoup plus, on va dire, humain, notre façon de l'utiliser. C'est-à-dire, on prend en compte ce qui nous est proposé. Si on a des doutes, eh bien, on vérifie. Et on va, la plupart du temps, effectivement, prendre tout cela avec circonspection pour ne pas risquer d'être aux prises avec des erreurs ou de relayer des erreurs. Vous avez tous, je pense, entendu qu'il y a quelques mois, je crois que c'était l'an dernier, un avocat américain qui avait fait demander à une intelligence artificielle de lui donner des références d'articles juridiques pour une plaidoirie. Et la machine avait complètement inventé des références juridiques, des arrêts de cours de justice qui n'existaient tout simplement pas. Et bah, voilà, donc non seulement il a dû certainement perdre l'affaire dans laquelle il plaidait, mais en plus il a sûrement dû perdre son emploi également. Donc voilà effectivement quelques éléments. Et avant de donner la parole, on va dire, à deux autres témoins qui vont pouvoir nous parler de leur expérience, on va faire un dernier petit test. On va challenger des intelligences artificielles, c'est-à-dire on va mettre en compétition sur la même requête des intelligences artificielles. Et on va voir effectivement ce que ça nous donne comme résultat. On choisira, vous pourrez voter sur la réponse qui vous semblera la plus intéressante. Donc, je vais encore une fois partager mon écran avec cet autre écran. Donc, voilà. Donc, ici, nous sommes sur un outil qui s'appelle chatlm6.org qui a la particularité de mettre en compétition des modèles et de vous inviter à voter pour celui que vous préférez. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire un direct chat en choisissant vous-même votre modèle. Vous avez choisi ça. Là, on va faire le mode Arena, la battle de modèles. Mais vous pouvez aussi avoir le mode Arena side by side, c'est-à-dire que vous choisiriez les modèles avec lesquels vous voudriez répondre. Donc là, on va lui demander aussi de nous générer une histoire comme avant. Et on ne sait pas pour l'instant quels sont les 2 modèles qui vont répondre. On le saura uniquement quand on aura choisi celui qu'on préférera.
ou peut-être qu'on décidera que tous les deux sont complètement mauvais. Donc, on va tester. Voilà, il est en train de travailler, il commence à répondre. Il répond, on le laisse travailler pour l'instant. On voit pour l'instant les deux sont tout aussi rapides. Et ensuite, je réduirai mon écran quand ils auront fini. Pour, il y en a déjà un qui a fini. Voilà, ils ont fini. Réduirai mon écran pour permettre de lire et de choisir celui que vous préférez. Alors, on va remonter au tout début. Voilà, c'est la même question qui leur a été posée aux deux. Donc, ce sont forcément deux modèles différents. On voit déjà que le début est complètement différent. Alors, vous me direz quand vous aurez fini de lire cette première partie de chacun des deux. Je trouve que les deux réponses ont des qualités. Il y en a une qui est plus narrative, j'ai l'impression. Dites-moi si je peux aller plus bas. Oui, c'est bon. Alors, je vais déjà descendre ici. Alors, le premier nous mentionne même avec ses rimes en A, B, B. On ne le garderait peut-être pas dans le rendu final. Et après, on aura accès à la fin. Dites-moi hein, quand vous êtes au bout des deux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ah, donc Oui. c'est la fin d'ici, la fin d'ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous demander de voter pour la réponse A ou la réponse B. Quelle est celle que vous, si ça avait été vous qui aviez posé cette question, quelle version auriez-vous préféré? Je vous demanderai effectivement dans la conversation de mettre A ou B. Et après, je vous dirai ce que, en tant qu'entraîneur d'intelligence artificielle, s'il y en a une que j'aurais mal notée, voire même très très mal notée, pour une raison particulière. Non pas pour sa qualité, mais pour une raison particulière. Donc on a, alors je vais regarder dans la conversation. Donc on a, là, faire le décompte. On a
1 partout, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4. D'accord. Donc la B gagne par 4 à 2. Alors on va voir qui sont les. Alors, la B, on va dire, on a la possibilité de dire que A est la meilleure, B est la meilleure, les deux sont égales ou les deux sont mauvais. On va dire B est mieux. Et donc là, il va nous dire qui est. Ah, ben voilà. Vous voyez que le modèle A, c'était un modèle qui s'appelle Phi3 Medium 4K Instruct. Et le modèle B, c'est GPT-4o, celui qu'on a utilisé auparavant. Donc, c'est le dernier modèle de ChatGPT. Donc, quelque part, on va dire tant mieux pour eux, hein, parce que c'est le dernier modèle, alors que l'autre Phi3 Medium, je ne sais pas qui est là derrière. Et en tant qu'entraîneur d'intelligence artificielle, j'aurais mis la plus basse note possible. Alors sur 1 à 5, j'aurais mis 1 à la A pour une raison particulière. On lui a dit de faire des rimes en A, A, B, B. Or, je vois là, il n'y a pas de rime du tout. A, A, B, B, ça veut dire que le premier vers et le deuxième vers devraient rimer, le troisième et le quatrième devraient rimer entre eux aussi. Là, il n'y a aucune rime. Donc, il n'a pas respecté la demande qu'on lui a faite. Voilà. Et donc là, du coup, c'est quelque chose de rédhibitoire en tant qu'intelligence artificielle. S'il ne répond pas à une requête de manière conforme, la réponse est même si la qualité en toi de la réponse est bonne, il n'a pas répondu à la requête. Donc maintenant, j'aimerais bien aussi que Raphaël et Zoé puissent, nos médiateurs numériques, qui eux aussi sont utilisateurs d'intelligence artificielle générative, puissent nous en parler pour nous faire part de leur expérience avec ces outils-là, peut-être de leurs déconvenues parfois, ou peut-être de leurs belles trouvailles. Alors, si Zoé, tu veux commencer. Oui, alors moi j'ai été amenée à utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre là tout récemment de la création d'un jeu de société où en fait je voulais reprendre les bases du jeu de loi, mais avec quand même des images à moi que j'aurais créées, enfin, que du coup l'intelligence artificielle aurait créées et qui du coup seraient libres de droit et avoir du coup un univers qui suit une certaine trame et sans recopier totalement le jeu de loi. Du coup, en fait, tout simplement, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer des images, donc en concordance avec les cases. Donc par exemple, j'avais une case, où il fallait passer son tour, donc je voulais une oie, avec un panneau stop et donc tout simplement, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer une image, avec un panneau stop. Donc elle me génère à chaque fois 4 images et après c'est à moi de choisir l'image qui me plaît le plus. Je lui ai aussi demandé à un moment, j'avais une case où, on allait se perdre dans un labyrinthe et du coup pareil, passer son tour. Donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de générer une image avec une oie et un labyrinthe, en voyant ce qu'elle était capable de me donner, donc elle m'a donné une oie dans un labyrinthe et du coup voilà, en fait, c'est dans ce cadre-là que moi j'ai été amenée à utiliser l'intelligence artificielle et je me suis bien rendu compte effectivement qu'il fallait bien formuler, la demande pour qu'elle comprenne, exactement ce qu'on voulait. Et moi sur le site, d'intelligence artificielle dont je me sers, les demandes doivent être formulées en anglais, par contre on peut pas le faire en français. Donc il faut Hmm. forcément déjà avoir ce travail de traduction, en amont. C'est quel idéogramme ou un autre, non? Ou C'est Leonardo? Non, je sais pas. non, c'est, c'est, Firefly? Ah non. Runway. Runway, LLM. Ouais. Hmm. Ouais, Voilà LM. et en Ouais. fait, elle est capable de donc c'est nous qui donnons, avant de commencer le format de l'image. Donc moi, je voulais un format carré, pas portrait ni paysage et cetera et on donne, aussi le style et l'imaginaire qu'on veut. Donc moi, je voulais que ce soit un petit peu, alors j'avais mis je sais plus quel style, mais j'avais mis, animé, mais en réalité, on peut aussi avoir, cartoon, on peut avoir digital, on peut avoir enfin vraiment architectural, enfin, on peut avoir aussi photo, on peut avoir, tout type,
d'univers possibles et voilà. Et j'ajouterais que j'ai aussi, parce que Zoé Elia, il me manque des questions aussi pour mon jeu, donc je me suis aussi servi d'une intelligence artificielle pour générer des questions Oui. pour un jeu de loi en rapport avec l'univers des fake news, donc pour générer des questions supplémentaires. Et là, je lui ai donné le fichier des questions que Zoé avait déjà en lui demandant, trouve-moi d'autres questions du même type, de niveaux différents, du même niveau et de niveaux plus complexes également. Et donc, je donnais le nombre de questions que je voulais. Et effectivement, il m'en a donné d'autres qui étaient différentes de ce qu'avait déjà Zoé. En sachant qu'il y avait déjà certaines questions du premier qui, aussi avaient été générées, avec l'intelligence artificielle. Donc Merci Zoé. voilà. Super. Et Raphaël, alors toi, tu l'as utilisé pour d'autres projets, d'autres actions. Tout à fait. Alors attendez, je vais éteindre le parleur, sinon ça va faire. Voilà. Alors, moi j'étais là sur le projet Biblio-Europe. Il s'agissait d'animation dans le cadre des élections européennes dans les bibliothèques. Et on avait développé différents jeux avec l'équipe. Et il y avait en particulier des Time's Up concernant l'Europe. Et il s'agissait de trouver des idées de choses à faire deviner aux usagers, aux gens qui voulaient bien participer, et selon la tranche d'âge. Et avant de partir sur des idées qu'on pourrait mettre en commun, moi j'ai fait une recherche, donc c'était en particulier sur Copilot, la faune européenne, des personnages de contes et légendes européens, des personnages liés à la construction européenne. Alors il y a eu des réponses. Et moi, je suis dans le privé, un grand amateur de quiz. On fait souvent des quiz à la maison et j'avais fait des tests autour des fêtes et des quiz. Et là, c'est le petit bémol, c'est que parfois j'ai des réponses qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des bonnes réponses, mais qui n'en sont pas. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs, et puis si on n'a pas l'œil aguerri, on peut se faire avoir, quoi. Donc, c'est une bonne piste de départ pour avoir des idées. Et bon, rien ne remplace après une expertise personnelle ou d'échanger autour de ça avec une équipe. Voilà, c'est mon expérience. Super, super, merci Raphaël. Alors, la médiathèque d'Ottmarsheim qui nous a rejoint, peut-être que vous avez aussi une expérience dans ce domaine-là, des tests que vous avez pu faire, si vous avez effectivement ce retour d'expérience, c'est quelque chose qui peut nous être tout à fait utile. Peut-être qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser le micro. Voilà, alors non, aucun retour pour le moment. Voilà, on a dans la réponse. Alors, Delphine, est-ce que de tous ces retours d'expérience et de ces tests, qu'est-ce que vous en retirez par rapport au tout début, effectivement, où vous disiez, bah, pour l'instant, on n'a pas eu véritablement de velléité d'entrer dans ce domaine-là, mais est-ce que ça vous donne envie, vous déjà, de l'utiliser à titre personnel? Peut-être en utilisant effectivement ces petits conseils, en voyant ce que cela peut donner avec les tests que l'on a eus. Et aussi les retours d'expérience d'utilisation à la fois de M. Heiler, de Léa, de Zoé, de Raphaël. Est-ce que ça vous a donné envie d'investiguer un peu plus dans ce domaine-là? Ou est-ce que ça vous a effrayé par rapport effectivement à ce domaine qui peut effectivement paraître effrayant, hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Alors c'est pas qu'on n'a pas eu envie, c'est que pour le moment, effectivement, quand on ouvre une médiathèque, ben, on a d'autres priorités. Mais alors moi, je l'utilise, il peut m'arriver d'utiliser effectivement l'IA professionnellement. Alors ça a pu m'arriver de faire un planning dès samedi avec l'IA. Ça fait gagner un peu de temps.
ou alors de générer des images pour pouvoir effectivement faire une publication sur notre site internet, voilà, pour avoir une image libre de droit. Après, je suis clairement pas experte dans les interrogations, enfin voilà, les prompts, les requêtes, et du coup, effectivement, tout ce que j'ai vu là m'a donné des billes. Je pense qu'on sera réceptionnaire Oui, de la présentation. Je sais pas si ça se dit réceptionnaire, mais c'est pas grave. faudra demander à une intelligence artificielle un autre mot plus adapté pour la langue française, blablabla, etc. Ouais, enfin, voilà, j'en retire que du positif. Je trouve qu'effectivement, l'astuce du You est pas mal, qui permet de comparer, parce que moi, effectivement, à part ChatGPT et Copilot, je connais pas vraiment, et encore, je connais pas leurs spécificités. Je les utilise quand, à un moment donné, je suis bloquée dans une AI, j'en utilise une autre, parce qu'en fait, on est limité quand même dans une utilisation gratuite. Donc là, je me Oui. posais aussi des questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez des formules payantes, ou est-ce que vous avez des astuces pour qu'à un moment donné, vous puissiez les réutiliser sans payer? Vous pouvez utiliser alors LM6 là que l'on a vu avant, hein, chat LM6 qui lui vous permet de choisir parfois le modèle que vous souhaitez, et alors avec des quotas parfois effectivement par jour, mais vous pouvez utiliser les quotas qu'il y a sur LM6. Vous pouvez utiliser les quotas, vous avez droit à 5 requêtes par jour, des modèles payants normalement sur You. Vous avez aussi droit à 5 requêtes par jour pour le moment sur ChatGPT, sur son dernier modèle. Donc 5 requêtes gratuites. Donc on va dire en naviguant là-dessus, sachant qu'on n'a pas utilisé non plus Perplexity, hein, donc ce que je vous ai mentionné, qui lui aussi vous donne droit de l'interroger 5 fois par jour gratuitement, son modèle pro, ce qu'ils appellent leur modèle pro. Donc voilà, en naviguant entre ces différentes offres, on peut s'en tirer. Après, si on veut avoir un abonnement payant, par exemple à ChatGPT, c'est 20 dollars par mois, mais ce n'est pas une utilisation illimitée non plus, hein. Un abonnement à 20 dollars par mois, et il n'y en a pas d'autre qui vous permet de faire plus. Vous passez juste de 5 requêtes par jour sur le dernier modèle à 25. C'est pas illimité, hein. Tout ça parce qu'évidemment, on imagine que derrière, il y a des serveurs hyper puissants. Et bon, ils sont forcément limités. Et l'objectif de OpenAI, la maison mère de ChatGPT, n'est pas de faire sauter leur centre de serveurs, quoi, en donnant un accès illimité à tout. Ce qui fait d'ailleurs aussi que parfois, vous pouvez avoir sur une requête que vous faites à ChatGPT la réponse pour cette requête, veuillez utiliser un moteur de recherche. Parce que pour des demandes trop basiques qui peuvent tout à fait être répondues par un moteur de recherche, eh ben, l'outil va vous dire non, allez sur un moteur de recherche, parce qu'il a été programmé comme tel pour ne pas surcharger les serveurs avec des requêtes trop basiques. Voilà. Donc effectivement, il est possible de naviguer entre les différentes offres, ou de décider effectivement de prendre une offre payante. Alors You aussi, hein, voit une offre payante, hein, c'est toujours à peu près une vingtaine de dollars par mois. J'avais demandé à la bibliothèque d'Alert si on pouvait avoir un abonnement équipe. On m'a dit non. Donc, on m'a dit non. Voilà, j'aurais bien aimé, mais bon, on m'a dit non, non, On c'est pas pourrait accepté. avoir, Oui, on pourrait l'utiliser avec notre public, avec les enfants, pour leur montrer comment on peut l'utiliser. Mais effectivement, si on se retrouve bloqué, enfin voilà, c'est à tester avant d'utiliser en animation. voilà, tout à fait. Après, vous pouvez toujours vous connecter avec plusieurs comptes, puisque c'est à chaque fois un compte Google que vous pouvez utiliser. Si vous avez plusieurs comptes Google, hein, vous épuisez les 5, vous connectez avec un autre compte, et puis voilà, quoi. Vous avez droit à 5 autres. C'est, voilà, après oui, c'est pas très pratique, mais quand même. Bien, écoutez,
Si vous avez des questions, on peut encore poser des questions, mais sinon, effectivement, je vous remercie de votre participation à cette séance qui sera donc bientôt disponible sur YouTube et donc les sites qu'on a utilisés, vous verrez leur nom de domaine s'afficher sur la vidéo, donc il n'y aura pas de souci pour y accéder. Vous aurez aussi la présentation là et on peut vous transmettre la présentation également sous forme de fichier, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est de l'utilisable puisque nous, on est au service des bibliothèques et donc notre objectif, c'est ce qu'on prépare puisse être utilisé. Voilà, et n'hésitez pas effectivement à contacter nos médiateurs qui vous ont fait part de certains usages qu'ils ont pu faire. Ils font un plaisir de partager à la fois les noms des outils qu'ils ont utilisés, la méthodo, la requête, la formulation de la requête qu'ils ont pu faire pour avoir un résultat correct. Voilà. Bah, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous.